Bonjour à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre pour cette première table ronde de ces 24 heures pour rebondir avec la franchise. Et j'accueille tout de suite pour cette première table ronde qui a pour thème « Pourquoi entreprendre justement par la franchise ?» Rose-Marie Moins et Boris Flech. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, Rose-Marie Moins, vous êtes directrice du développement et de l'animation à la Fédération française de franchise. En introduction, peut-être, pourriez-vous peut-être nous donner une définition ou redéfinir justement ce qu'est la franchise pour qu'on comprenne bien comment cela fonctionne? Alors, la franchise, on a beaucoup parlé, les personnes qui sont intervenues dans le discours d'ouverture ont beaucoup parlé de création d'entreprise, et donc on est là pour créer une entreprise, reprendre une entreprise. Donc la franchise, ce n'est qu'un moyen, en fait finalement c'est une stratégie pour créer son entreprise et la développer. Donc on peut être soit d'un côté ou de l'autre, parce qu'un réseau de franchise, comme on l'appelle, est constitué du franchiseur et des franchisés. Et donc, si on est dans l'optique de créer sa propre entreprise, ben on deviendra franchisé. Et celui qui a déjà son entreprise et qui veut continuer et poursuivre son développement avec des indépendants, avec le franchiseur. Donc, il faut savoir que franchiseurs et franchisés sont des entreprises qui sont juridiquement, on y reviendra tout au long de la journée, j'imagine, mais elles sont juridiquement et financièrement indépendantes l'une de l'autre. Oui. Donc, le franchisé, c'est vraiment un indépendant, un créateur d'entreprise et un indépendant comme un autre indépendant. La seule chose ce qui différencie l'indépendant classique de l'indépendant en franchise, c'est que l'indépendant en franchise, peut-être il n'avait pas l'idée, peut-être qu'il n'avait pas envie de se lancer tout seul et il va, d'une certaine manière, s'adosser au franchiseur et pouvoir utiliser sa marque, son concept, etc. Et de cette manière-là, avec ces outils-là, finalement, créer sa propre entreprise. Donc, la définition, en fait, finalement, c'est quoi la franchise? C'est un franchiseur qui met à la disposition d'un autre indépendant qu'on va appeler le franchisé une marque qui lui appartient, dont il est propriétaire, qu'il a protégée, qu'il a enregistrée, un savoir-faire qu'il a testé, expérimenté, je peux aller plus loin, hein, bien entendu, là-dessus, et un accompagnement technique et commercial. Voilà ce que c'est que la franchise. Il faut absolument, pour qu'on parle de franchise de manière un peu, j'allais dire presque juridique, il faut qu'il y ait ces trois éléments-là qui seront repris dans un contrat. C'est la marque, le savoir-faire et l'accompagnement technique et commercial. D'accord, donc c'est vraiment une collaboration finalement entre deux entreprises indépendantes juridiquement et financièrement. Et en fait, c'est quelque part un peu une méthode voilà, qui permet à un indépendant d'entreprendre peut-être un peu plus rapidement. Alors oui, si on va vers, j'allais dire, les avantages ou les vertus du modèle, effectivement, puisque le franchisé va copier un modèle, en fait, c'est ça ce que propose le franchiseur. Il dit, voilà, moi j'ai créé mon entreprise, je l'ai fait fonctionner pendant un certain temps. C'est expérimenté. Oui. Je l'ai testé, expérimenté dans un point de vente, idéalement un deuxième, un troisième point de vente. J'ai utilisé ou amélioré ma méthode de mise en place et de développement de l'entreprise avec des services, des produits, un aménagement intérieur bien spécifique, une offre commerciale, un service après-vente, une logistique, un système informatique. Enfin voilà, j'ai développé en faisant cette expérimentation un vrai savoir-faire et je mets tout ça à disposition du franchisé qui va prendre l'ensemble et va, entre guillemets, copier ce qui a été fait auparavant. Donc, je vous donne, moi, en tant que franchiseur, les ficelles, et même les ficelles du métier. Je vous demande de copier le plus à l'identique possible le modèle. Et en faisant ça, d'une certaine manière, je vous garantis, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais quelque part, je vous donne une grande assurance que votre entreprise, elle va bien fonctionner puisque moi, j'en ai fait l'expérience et que pour moi, ça fonctionne. Donc, c'est ça le système. Oui. Et, alors, il faut quand même préciser, pour être très clair, c'est que le risque zéro, évidemment, n'existe pas. On n'est pas là sur quelque chose forcément… Oui, bien sûr. Alors, c'est plus sécurisant parce que je vais appliquer un modèle qui a fait ses preuves, mais c'est, comme vous le dites très justement, c'est pas une garantie tout risque. C'est pas une assurance tout risque. Parce que qui est dans sa boutique tous les matins ? Qui est au contact avec les clients, qui manage son équipe,
qui gère, j'allais dire même financièrement, budgétairement son entreprise, c'est bien le franchisé. Et donc, effectivement, si il n'applique pas le modèle, 2, il est mauvais commerçant, mauvais manager, mauvais gestionnaire, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Donc oui, ça n'est pas une assurance tout risque, mais c'est quand même une garantie quand même assez importante à partir du moment, et là mon collègue en parlera, où on est en capacité de bien choisir son franchiseur, bien choisir son enseigne, choisir quelque chose qui vous plaît et qui vous attire et dans lequel vous avez envie de vous investir. Mais ça reste de l'entreprise privée et, enfin, pour être honnête, des défections et des gens qui connaissent des échecs en franchise, ça existe aussi. Mais c'est quand même… peut-être un peu moins, peut-être que dans… Ouais, voilà, on a une statistique qui dit, enfin, vous la connaissez, la statistique sur les échecs en création d'entreprise. On dit qu'au bout de 5 ans, il y a à peu près 50% d'entreprises qui ont disparu. En franchise, il y en aura 20% peut-être. D'accord ? Donc, il y a 80% des franchisés qui, au bout de 5 ans, sont toujours là et qui renouvellent leur contrat et qui poursuivent l'aventure entrepreneuriale. Voilà. Alors en fait, bon, puisque des personnes n'ont peut-être pas forcément écouté cette introduction de Véronique Buot, Discours Bio, en fait, il y a à peu près 2000 enseignes, c'est ça, de franchises en France, 7800 franchisés, plus de 78 000 franchisés. 78 000 franchisés et presque 64-65 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même… un marché très important. Alors, il faut peut-être rappeler simplement que ce principe de franchise est né aux États-Unis, c'est ça, et puis est arrivé en France dans les années 70, c'est ça à peu près ? C'est ça, oui. Les premiers franchiseurs sont arrivés, se sont installés dans les années 70, effectivement. Alors, c'était quoi, des marques c'était des marques dont la plupart n'existent plus. Il y a peut-être encore Manpower qui était assez précurseur. Quand je dis n'existe plus, le groupe Accor, avec toute ses chaînes d'hôtels, est arrivé très très tôt sur le marché de la franchise et a utilisé ce système de développement assez rapidement. Après, de l'hôtel, par exemple, oui, c'est ça. Voilà. Après, on a des marques comme Catena, qui était l'espèce de grosse quincaillerie qui a été absorbée il y a quelques années par Monsieur Bricolage. Voilà, ça c'est quelques exemples des tout premiers. Pronuptia, Catena. Pronuptia, etc. Ouais, exactement. Ouais. Alors, bon, c'est un secteur qui fonctionne bien. D'ailleurs, la France, je crois, en Europe, est un des pays qui fonctionne le mieux sur ce principe d'activité par la franchise. Comment se situe un peu ce marché aujourd'hui ? Comment a été vécue d'ailleurs cette crise du Covid que toutes les entreprises ont traversée, dont parlait encore Monsieur le Ministre, avec le soutien justement des pouvoirs publics et du gouvernement sur ces structures, pour justement ces entreprises qui sont en franchise, comment elles l'ont vécu ? Est-ce qu'elles sont plus résistantes ? Comment ça se passe ? Alors, forcément, le Covid a eu un impact sur les entreprises en franchise comme sur toutes les autres entreprises. On a eu des commerces essentiels et des commerces non essentiels, donc des gens qui ont fermé et d'autres qui ont pu continuer et poursuivre leur activité. Et quand on regarde le chiffre d'affaires que vous citiez tout à l'heure, il est carrément en baisse par rapport enfin 2020 est en baisse par rapport à 2019, mais malgré tout on est plutôt, on va dire, dans notre malheur, on est plutôt satisfait parce que la baisse de chiffre d'affaires est quand même relativement contenue puisqu'elle est de l'ordre de 6%. Donc 6% de baisse de chiffre d'affaires avec la pandémie et tout ce qu'on a vécu, c'est quand même relativement peu. Ça veut dire que le modèle a bien résisté et il a résisté pour différentes raisons parce que je pense que le rôle du réseau dans son ensemble a été important. C'est-à-dire que le franchisé n'a jamais été seul. Il a été accompagné par son franchiseur de manière, j'allais dire, administrative pour l'aider à remplir tous les dossiers pour obtenir les aides, les PGE, etc. Il a fait aussi, le franchiseur était là en aide psychologique parce que, comme tous, il y a des gens qui ont un peu baissé les bras, qui étaient démoralisés. Et donc, l'esprit de groupe et l'esprit réseau a vraiment joué
un rôle important. Il y a une forme d'intelligence collective. Il y a des commissions de crise qui se sont mises en place. Voir le franchiseur, quand on parlera des aspects financiers, à passer la main sur sa rétribution, voilà, à aussi donner des facilités financières à ses franchisés, ce qui a permis à l'ensemble, je dirais, de bien se maintenir. Puis il faut dire aussi qu'il y a des réseaux qui ont bien tiré leur épingle du jeu. C'est triste à dire, mais tout ce qui est, enfin triste d'une certaine manière pour les autres, mais tout ce qui est alimentaire, par exemple, a super bien fonctionné, puisque eux n'ont pas été fermés et que c'est resté un commerce de proximité essentiel, quoi. Alors, je vais laisser la parole, si vous voulez bien, à Boris Flech, parce que vous êtes responsable du développement et de la formation, avec notamment cette académie de la franchise pour les franchiseurs et quelques franchisés. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, et notamment. Et on en a parlé bien sûr, mais comme dans tout projet de création d'entreprise, l'important est de se former et de préparer évidemment son projet, et c'est important quel que soit le domaine choisi. Oui, tout à fait. Je vous remercie, Frédéric, de me donner la parole. Alors, juste un mot pour présenter effectivement l'Académie de la franchise. C'est l'organisme de formation de la Fédération française de la franchise et qui a pour vocation de former à la fois les futurs franchisés, donc les porteurs de projets qui réfléchissent en tout cas à utiliser le modèle de franchise dans leur projet entrepreneurial. On forme également les futurs franchiseurs, donc ces chefs d'entreprise qui ont un concept et qui, pour le coup, eux, réfléchissent à le développer en réseau grâce au modèle de la franchise. Et après, on forme tous les têtes de réseau, tous les franchiseurs déjà établis sur toutes les problématiques finalement du métier de franchiseur, parce qu'il faut bien comprendre que c'est un métier aussi de développer, de manager et d'animer un réseau d'entrepreneurs indépendants. C'est un métier assez spécifique. Je rejoins tout à fait votre idée. L'important, c'est de se former. L'important, c'est de bien préparer son projet. Pour ce qui est d'un projet effectivement d'entrepreneuriat grâce au modèle à la franchise pour les porteurs de projets, je pense que s'il y a 3 bons conseils à donner, et on pourra les développer d'ailleurs par la suite, mais c'est bien entendu de se poser les bonnes questions et de ne pas se précipiter effectivement dans son projet, à la fois dans le choix de l'enseigne, mais également dans les différentes phases de préparation et de montage du projet. C'est de bien comparer les enseignes et c'est effectivement de bien se faire accompagner. Ça reste pour moi les 3 bons conseils que je peux donner. Donc, comparer les enseignes, se faire accompagner et se poser les bonnes questions effectivement dans le choix de l'enseigne. Alors, comment choisir justement son franchiseur? Comment ça marche? Alors, on pourrait en parler pendant une journée entière, mais ce qui est important, effectivement… Il y a quoi? Il y a un catalogue? Comment ça se passe? Il y a un catalogue où on dit, bah voilà, il y a tel et tel secteur qui sont couverts, d'autres moins? Bah, presque, puisque effectivement, on a plusieurs manières d'aller rechercher effectivement des enseignes qui se développent en franchise. Tout d'abord, je suis un peu obligé d'en parler, mais il y a un événement annuel qui est quand même assez important en France, qui est le salon. Voilà, le salon Franchise Expo Paris, qui est un des plus gros salons au monde, dédié à la franchise, et qui chaque année… On en parlera notamment en fin de journée, effectivement. Alors, je vais être bref dessus, mais où vous avez effectivement plusieurs centaines d'exposants franchiseurs qui sont présents. Le prochain sera au mois de mars, vous en reparlerez en fin de journée, mais c'est aussi… Vous pouvez l'évoquer. C'est un bon moment pour… ligne, ce qu'on y trouve. Voilà, c'est un bon moment pour rencontrer effectivement les réseaux qui se développent en France en franchise. C'est un moment qui est important parce que ça permet de faire aussi des rencontres en face à face et de découvrir l'enseigne, l'univers et aussi les valeurs, l'état d'esprit porté par le réseau. On a, nous, à la Fédération, un certain nombre de réseaux que l'on référence, qui sont adhérents et on est une fédération sélective, c'est-à-dire qu'on a fait une vraie sélection des enseignes qui sont rentrées à la Fédération et on a été vérifié qu'ils ont finalement… comment je pourrais dire ça, mais toutes les cartes en main pour bien jouer leur rôle de franchiseur. Mais il existe aussi d'autres réseaux qui, je vais dire aujourd'hui, ne sont pas adhérents de la fédération. Je dis aujourd'hui parce que comme j'ai un rôle de développement, forcément, il y a aussi… pas tarder à venir vous rejoindre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en toute transparence, aujourd'hui, il y a aussi des très bons réseaux qui sont pas adhérents à notre fédération. Et donc, pour faire les recherches, et c'est important de comparer les enseignes, comme je disais dans le propos introductif, pour faire vos recherches, il y a aussi des sites internet type annuaire, je dirais, qui sont spécialisés sur le modèle de la franchise. Voilà, donc on pense à l'Observatoire de la franchise, il y en a d'autres également, mais sur lesquels effectivement les franchisés, enfin les porteurs de projets peuvent faire leur recherche de franchiseurs.
Alors, est-ce qu'il y a des secteurs, on en parlait, je crois que Véronique Discourbio en parlait, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont vraiment plus porteurs, en tout cas qui ont développé plus facilement leur activité en franchise? Alors, il y a effectivement certains secteurs, on pense notamment à celui de la restauration, qui reste un secteur qui est très dynamique en franchise, où chaque année, on voit de nouvelles enseignes arriver. Mais finalement, je dirais que ce dynamisme, on va le retrouver sur un grand nombre d'activités. Et c'est tout l'avantage de la franchise, c'est que vous allez retrouver de la franchise dans quasiment tous les secteurs d'activité. Sur de la distribution de produits, sur de la prestation de services, avec une offre B2B, avec une offre B2C. Donc, ça peut répondre vraiment à des projets de nature vraiment différente. Et je pense que dans la démarche, l'idée, ce n'est pas forcément que d'aller aussi sur le secteur qui est le plus porteur, mais c'est dans la réflexion, c'est de se dire dans quoi j'ai envie de me diriger pour ce nouveau projet. On voit que la franchise, c'est quand même un vecteur de reconversion professionnelle qui est important. Quasiment 75% des franchisés sortent du salariat. C'est un cas de reconversion dans un grand nombre de cas. Donc, c'est le moment aussi de se diriger vers des métiers qui peuvent être plus plaisir, plus passion ou vers une activité professionnelle qui a plus de sens aussi. En tout cas, alors justement, vous dites que c'est ouvert à un bon nombre de personnes. C'est accessible quasiment à tous les budgets? Alors oui, c'est accessible quasiment à tous les profils, effectivement, parce que chaque enseigne définit bien entendu son profil de franchisé en se basant sur des compétences, des qualités, des valeurs, parfois une expérience dans le secteur d'activité, mais c'est pas obligatoire. Et effectivement, ce sont des projets qui sont ouverts à tout budget. Alors quand je dis ça, encore une fois, tout dépend de l'activité qui est derrière, mais vous pouvez effectivement démarrer en franchise sur certains services avec un apport personnel d'environ 10 000 €. Et bien entendu, après, on va monter progressivement, mais on peut aller sur des projets qui sont beaucoup plus onéreux en termes d'apport personnel. Tout est lié finalement à l'investissement global du projet. L'apport personnel, ça représente environ 30% en moyenne, 30% de l'investissement global du projet. Alors, on va essayer de rentrer juste un tout petit peu plus dans la mécanique, un petit peu dans le principe général. Enfin, il y a des spécificités, j'imagine, pour chaque franchise, mais il y a un principe un peu général. Je ne sais pas si Rosemary, pour lui redonner la parole, si elle souhaite intervenir sur ce sujet-là. Vraiment, comment fonctionne ce principe de franchise, mais vraiment techniquement? Quels sont les grands points? Peut-être votre micro, si vous l'avez coupé. On ne vous entend pas. Ah, voilà, ça y est. Oui, je disais, vous voulez une fois qu'on est franchisé ou pour devenir franchisé Non, c'est ça. Une fois qu'on a choisi son domaine d'activité, une fois qu'on a vu un peu que c'était un domaine qui nous plairait, qu'on a choisi un franchiseur, comment ça se passe? Alors, on choisit, mais c'est un choix mutuel. Donc, oui, de deux côtés, chacun a le droit. Voilà, on se dit à un moment donné, bingo, on se tape les mains et on avance. Le mariage peut s'opérer. Le mariage peut s'opérer. On va chercher un local que le franchiseur va valider et que vous allez valider aussi. Vous allez aller voir votre expert comptable pour travailler le business plan. Vous ferez une étude de marché préalable pour justement alimenter ce business plan. Et puis, vous préparerez l'ouverture et tout ça se fait avec l'enseigne. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, comme le disait Boris, ce sont souvent des primo-entrepreneurs, même si on peut trouver des gens qui ont déjà créé une entreprise comme ceux que vous accompagnez, mais voilà, il y a une espèce de balisage, je dirais, du parcours qui est fait par l'enseigne avec le porteur de projet qui lui dit à tel moment il faut faire ça, à tel moment il faut faire ça, à tel moment il faut faire ça. Et on en arrive comme ça au lancement de l'activité. Donc ça, c'est un accompagnement pré-ouverture, on qualifie ça d'accompagnement pré-ouverture, et puis on en arrive au lancement de l'activité où vous avez quelqu'un de l'équipe du franchiseur
qui est là pour vérifier quelques jours avant, quelques semaines avant que tout est bien en place et qui va rester avec le franchisé pendant quelques jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout dépend de l'activité et de la complexité. C'est pour accueillir le client et lui montrer et pour être bien sûr qu'il le maîtrise. L'accompagner à l'extérieur si c'est une activité commerciale où il faut aller chercher le client à l'extérieur, le franchiseur peut aussi l'accompagner dans les premiers rendez-vous. Donc ça, c'est l'accompagnement au niveau du lancement de l'activité. Et puis, on a signé le contrat, bien entendu, on s'engage. Et là, le franchiseur accompagne encore et toujours, parce que ça fait partie de ses obligations, le franchisé pendant toute la durée du contrat. De manière très concrète, comment ça se matérialise? Le franchiseur, c'est une entreprise. Il a une équipe backup dédiée, des services qui sont orientés franchisés. Donc, un service marketing, un service informatique, un service logistique, un service commercial en fonction des cas. Et puis, surtout, il a ce qu'on appelle un animateur de réseau. Donc, l'animateur de réseau, c'est la personne qui est la personne de référence pour le franchisé au sein de la tête de réseau, qui est son interlocuteur privilégié, qui va aller voir dans la boutique, dans le point de vente, dans l'agence, le franchisé de manière régulière, plusieurs fois par an, et avec lequel il va travailler finalement son entreprise. Le franchiseur, l'animateur, il arrive avec un peu un œil extérieur, il va analyser la manière dont il fonctionne, il va lui donner des conseils pour améliorer sa performance au quotidien. Donc, ça peut être des conseils en matière de commerciaux, en matière de formation, etc. L'idée, c'est que le franchisé soit le plus performant possible pour 2 raisons. Tout simplement parce que c'est ça que le franchisé cherche, forcément avoir une meilleure rentabilité. Et puis parce que, très souvent, de la rentabilité et du chiffre d'affaires du franchisé dépend celui du franchiseur, puisque lui va se rémunérer sur une partie du chiffre d'affaires qui aura été fait. Donc, les 2 parties ont intérêt à ce que ça se passe bien. Et donc, cet animateur, il gère en général, ça dépend des cas, mais entre 20 30 franchisés. Il va les réunir en réunion régulière. Les franchisés vont avoir des contacts entre eux. Donc, il y a beaucoup d'échanges, en fait. C'est vraiment, au sens propre du terme, c'est vraiment un réseau avec lequel on a des interactions avec toutes les parties prenantes de ce réseau. Alors, Boris Flech, techniquement et financièrement, comment ça se passe? Le principe un peu général, il y a un droit d'entrée, c'est ça, pour pouvoir effectivement faire son activité en franchise. Et explique-nous un petit peu toute la méthode justement et tout le petit principe financier de tout ça. Vous n'avez pas le micro. Excusez-moi. De manière générale, je dirais que vous allez retrouver dans une relation franchiseur 3 coûts, si je puis dire comme ça, spécifiques à cette relation. Effectivement, il y a le droit d'entrée, qui est un montant forfaitaire, c'est-à-dire que l'ensemble des franchisés payent le même droit d'entrée et qui va être versé effectivement généralement à la signature du contrat de franchise et qui va finalement financer tout l'accompagnement au montage du projet, à l'ouverture, la formation initiale, en clair, tout l'accompagnement du franchiseur dans les phases de montage et d'ouverture de l'unité. D'accord, donc ça, c'est une fois pour toutes au démarrage. C'est une fois pour toutes au démarrage. Après, au quotidien, vous avez ce qu'on appelle un reversement de royalties ou de redevances qui, généralement, sont calculés sur un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe. Maintenant, en fonction de l'enseigne du secteur d'activité, il peut y avoir des règles de fonctionnement qui sont différentes dans les réseaux. Vous pouvez avoir simplement un variable, certains réseaux peuvent fonctionner encore avec un forfait, vous pouvez avoir des modèles mixtes, vous pouvez avoir des modèles de redevances qui sont dégressifs en fonction du volume de chiffre d'affaires réalisé. Donc, il y a encore une fois plusieurs possibilités de fonctionner dans un réseau. Faut savoir qu'il y a près de 2000 réseaux de franchise en France. Je dirais qu'il y a presque 2000 modèles économiques différents. Donc, il faut bien, encore une fois, dans la comparaison des enseignes, prendre ces éléments en compte et voir ce qui correspond notamment au mieux à l'activité. Et puis, il y a un 3e coût que vous allez fréquemment retrouver dans les réseaux de franchise qui s'appelle des redevances pour communication nationale. Voilà. Comme son nom l'indique, c'est une redevance qui a pour but de mutualiser les moyens au sein du réseau et de pouvoir organiser une communication donc à l'échelle
nationale ou multirégionale pour les réseaux qui ne seraient pas encore présents sur l'ensemble du territoire. Et donc, ça permet effectivement de mutualiser les moyens et d'avoir une communication plus impactante finalement, et donc de meilleure qualité pour l'ensemble des points de vente de l'enseigne. Alors, on le verra effectivement dans les tables rondes suivantes et notamment avec l'intervention d'une avocate, d'un cabinet d'avocats. Oui. Mais l'important est évidemment de lire et de bien lire le contrat, parce que c'est ce contrat qui lie le franchiseur au franchisé est très important à décortiquer pour savoir effectivement à quoi le futur franchisé s'engage. C'est tout à fait vrai. C'est un conseil que l'on donne quotidiennement. L'accompagnement, de toute façon, dans un projet de franchise, il est indispensable. Rosemary en a déjà parlé sur la partie étude de marché prévisionnelle, mais je réinsiste juste sur l'importance de se faire accompagner par un expert comptable parce que c'est simplement primordial sur de nombreux sujets. Effectivement, le contrat et le document qui va même arriver en amont du contrat, qui s'appelle le document d'information précontractuelle, le fameux DIP ou DIP. Ce sont des éléments qu'il faut mettre entre les mains d'un avocat spécialisé, ne serait-ce que pour un travail de relecture. Je veux dire, à partir du moment où on n'est pas juriste de formation, ce qui est fréquemment le cas, tout ça peut paraître un petit peu flou sur certains aspects. Or, c'est les règles du jeu, et c'est les règles du jeu sur lesquelles on va s'engager. Je pense qu'il est important de mettre ça entre les mains d'un avocat et leur demander ne serait-ce qu'un travail de relecture et leur dire, voilà, on se revoit dans une semaine, dans 15 jours, et vous m'expliquez sans jargon juridique quelles sont les règles du jeu. Et en fonction de ça, je décide si je signe ou pas, si je m'engage ou pas. Ça, pour moi, c'est effectivement, c'est primordial. Et est-ce que ce contrat risque d'évoluer dans le temps? Est-ce que c'est une pratique courante ou pas? Alors, à partir du moment où les règles du GES ont été fixées pour une durée déterminée, parce qu'un contrat de franchise, c'est généralement un contrat à durée déterminée. Les durées les plus courantes en France sont des contrats de 5 ou 7 ans. Sur des investissements plus lourds, on peut monter effectivement sur des durées plus longues. Généralement, plus l'investissement est important, plus la relation est longue. Pendant, en tout cas, ces 5 ou 7 années d'engagement, le contrat va pas évoluer puisque les règles ont été signées. Après, dans le cycle de vie d'un réseau, effectivement, oui, les conditions contractuelles ont pu évoluer, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça doit répondre effectivement à l'évolution du marché, à l'évolution effectivement du concept, à l'évolution de la taille du réseau. Et ce qui est important, c'est que l'ensemble des franchisés dans un réseau disposent logiquement des mêmes conditions pour collaborer avec le franchiseur. Alors, pour revenir, oui, excusez-moi, je voulais juste préciser aussi qu'il y a un expert qu'il faut aller voir aussi assez rapidement, ce sont les assurances, parce que les assurances, c'est aussi un partenaire et en fonction de l'activité, c'est important, bien entendu, de bien être assuré et il faut aller le voir assez tôt dans le montage du projet parce qu'en fonction des polices d'assurance nécessaires et liées à l'activité, ça peut avoir un impact sur les prévisionnels. Donc, il faut pouvoir les intégrer. Alors, on a vu, Rosemary, que effectivement, ça peut être d'une certaine manière sécurisant. C'est accessible, on l'a dit, un petit peu à tous les budgets, qu'on peut quasiment finalement créer en franchise à tout âge. Il y a aussi un aspect mobilité possible aussi, c'est ça, la mobilité géographique, elle est aussi possible dans ce genre de projet. Votre micro. Je l'ai remis, mais manifestement, ça fait un peu de temps. Ouais. Entre le temps où je le réactive, il y a un petit délai. Oui, la mobilité géographique fait partie des critères finalement aussi de choix parfois du franchiseur, mais ça permet à des gens, et on le voit, il y en a, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme 40% des franchisés qui investissent et se réimplantent dans leur région d'origine. Parce que c'est aussi une manière aussi pour certains de dire, alors je caricature un peu, mais j'en ai marre de Paris, j'en peux plus, je suis breton d'origine ou je ne sais pas, je viens de l'Est, je retourne chez moi et j'embarque tout le monde. Alors il faut se poser les bonnes questions, comme disait Boris, parce que ça fait un vrai changement de vie complet pour toute la famille, mais je retourne chez moi. Donc cette mobilité géographique, oui, elle est tout à fait possible et ça fait partie des questions que le franchisé doit poser à son franchiseur dès les premières rencontres, c'est de se dire, moi j'ai envie d'être à tel endroit. Ça va être aussi une question que le franchiseur va poser de toute manière. Est-ce que c'est possible? Quand je dis est-ce que c'est possible, il faut voir le maillage existant déjà de l'enseigne.
Et peut-être que l'enseigne dira, ben non, effectivement, Quimper, je suis désolée, on a déjà un franchisé et la zone de chalandise n'est pas suffisante pour accueillir 2 points de vente qui puissent vivre correctement. Mais après, voilà, ça se négocie. Ça peut représenter des belles opportunités. Absolument, oui, complètement. Et toujours, parce que c'est pas simple, si on a été écarté de sa région d'origine pendant, je ne sais pas moi, 20 ans ou 25 ans, même si on a des attaches familiales, c'est pas simple de se réimplanter. Et on sait bien qu'un commerçant doit tisser des liens dans son milieu, j'allais dire économique, social, il doit s'y investir local. Donc, c'est pas forcément simple de se réimplanter, mais quand on arrive avec une marque, avec le soutien qu'elle va vous apporter, ça facilite quand même la tâche. Si je peux me permettre juste de réagir à ce que vient de dire Rosemary, je partage totalement et j'attirerais même l'attention effectivement sur la question à se poser de l'impact de la maîtrise de sa zone dans le déploiement de l'activité. Parce que le maillage territorial, effectivement, c'est une chose. Le réseau en local c'en est une autre. Et en fonction de l'activité, ça va avoir plus ou moins d'importance. Donc, c'est vraiment important de mettre ça au regard de l'activité qu'on va développer, peut-être d'un réseau de prescripteurs qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir développer son activité. Donc, il y a une vraie réflexion à porter à ce niveau-là. Alors juste d'un point avant de laisser peut-être William nous faire part d'une question des internautes sur juste d'un mot peut-être Boris, sur le fait que des franchisés peuvent aussi à leur tour créer leur propre petit réseau de franchises autour de chez eux parce que l'activité fonctionne, parce que le marché le nécessite. Est-ce que vous pourriez juste préciser ce point ? Bien sûr. En fait, la franchise, à mon sens, c'est un modèle entrepreneurial. Et c'est un modèle entrepreneurial qui peut répondre à des objectifs différents dans cet entrepreneuriat. Vous pouvez effectivement décider de rester un franchisé, je dirais, monosite, avec une seule unité, mais ça ouvre aussi des possibilités pour le développement. Pour le développement, soit en tant que multi-franchisé. Un multi-franchisé, c'est quelqu'un qui aurait plusieurs unités d'une même enseigne, soit en pluri-franchise, donc ça veut dire des personnes qui auraient, je dirais, pas mis tous leurs œufs dans le même panier et qui seraient allés se développer sur des enseignes différentes, généralement sur des secteurs d'activité qui seront différents, parce que l'enseigne, effectivement, va tenter de protéger au mieux le savoir-faire qui vous ont transmis, pas qu'il soit divulgué notamment à la concurrence. Mais c'est un point important. Hein. Nous, on le voit, et ne serait-ce qu'au sein des franchisés qui composent le conseil d'administration de la FFF, on a des profils totalement différents. On a des purs commerçants monosites qui sont au contact de la clientèle du mardi matin au samedi soir. Et on a effectivement des franchisés qui ont plus un profil gestionnaire investisseur, qui ont plusieurs unités réparties sur des secteurs d'activité différents. On a effectivement un administrateur qui aujourd'hui détient, je dirais, un groupe d'une dizaine de structures et derrière qui crée de l'emploi parce qu'il embauche plusieurs centaines même de salariés sur tout son parc d'activité. Donc c'est vraiment un modèle qui peut répondre à des objectifs de l'entrepreneuriat très larges. C'est ça, franchiseur, franchisé, le franchisé qui développe aussi son propre réseau, ça fait un peu tache d'huile et c'est un dispositif qui est tout à fait intéressant pour aussi permettre aux franchisés de se développer aussi. Bien sûr, il faut qu'il ait des objectifs de développement. Je vais laisser donc William nous faire part de la question qui est arrivée au standard. Oui, j'ai une question de Bénédicte qui l'a posée lors de la première intervention de Boris, qui demande, pour se faire accompagner, à quel type d'accompagnement pensez-vous ? Un réseau spécifique, des experts métiers, des experts comptables ? Alors, faut savoir déjà dans un premier temps sur toutes les questions qui touchent la franchise. Nous, on est là en tant que fédération et on peut bien entendu échanger et en tout cas orienter au mieux les personnes. On a une formation qui est également dédiée justement pour bien comprendre le modèle de la franchise, les différentes étapes et les bonnes questions à se poser. Après, quand je parlais de l'accompagnement, effectivement, c'était plutôt, à mon sens, de l'accompagnement auprès d'experts métiers. Donc, passer par une entreprise spécialisée dans les études de marché, se faire accompagner par un expert comptable et, comme je le disais, l'accompagnement par un avocat, effectivement, avant de s'engager.
Et si je peux donner simplement, puisque on me laisse la parole, mais un dernier conseil qui me semble important. laisser la parole. Mais un dernier conseil qui me semble important, surtout sur des projets en reconversion d'activité, c'est d'aller demander aux franchiseurs, avant de signer le contrat de franchise, avant de s'engager, d'aller faire une période en immersion. Comme je dis toujours, aller faire un peu un vie ma vie de franchisé, pour reprendre une émission célèbre. C'est important. On peut se faire une image, effectivement, d'un métier, d'une activité, sans savoir réellement ce qu'est le quotidien d'un chef d'entreprise dans cette activité. Donc, aller faire un peu d'immersion, aller toucher finalement au métier quelques jours avant de prendre sa décision, à mon sens, c'est une très bonne pratique. Et pour l'avoir conseillé à pas mal de monde, parfois, certains ont changé d'avis. Donc, voilà. Mais c'est aussi, si je peux compléter, c'est aussi quelque chose que les franchiseurs proposent de plus en plus de manière, j'allais dire spontanée, mais ça fait partie du parcours en fait. Avant la validation, d'aller passer quelques jours en immersion pour bien voir un peu la face cachée en fait, et pas rester sur une image qui semble, intéressante, sexy, tout ce qu'on veut, mais finalement il y a toujours un côté un peu pénible du boulot. Et il vaut mieux s'en rendre compte avant. Et je compléterai, si j'ai encore une minute là-dessus, pour le choix du franchiseur, c'est de aussi aller questionner les franchisés. Il est impensable, enfin, à mon sens, de s'engager dans un réseau pour 5 ans, d'y mettre de l'argent, même si c'est une faible somme, et encore plus si c'est une grosse somme, mais de s'engager dans la durée comme ça, sans avoir été questionner les franchisés, pour voir ce qu'ils en pensent, eux, comment ils vivent leur vie de franchisé, s'ils sont contents, si tout se passe comme ils l'imaginaient, enfin voilà. Et bien sûr, il y aura probablement des franchisés qui ne seront pas 100% heureux, ils vont ils vont faire des reproches à leurs franchiseurs, etc. Mais bon, on est en France, c'est comme ça, les gens râlent beaucoup, il faut pouvoir faire la part des choses. Et le franchiseur, en principe aussi, doit vous encourager le candidat à la franchise à aller rencontrer les franchisés qu'il souhaite rencontrer. Et donc, il faut aller en rencontrer plusieurs. Et c'est de cette manière-là qu'on peaufine et qu'on approfondit le dossier et qu'on se dit, OK, j'ai version franchiseur, j'ai version franchisé, je vois très bien où je vais et je signe en parfaite connaissance de cause parce que, in fine, c'est toujours ça qui compte. Boris, mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui sont là derrière leur écran, qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans la franchise? Eh ben, j'ai envie de leur dire, allez-y, mais encore une fois, n'y allez pas avec précipitation. Mesurez bien effectivement les impacts de ce projet. Comparez, prenez le temps de comparer, de rencontrer les enseignes, prenez le temps de rencontrer effectivement les franchisés, comme l'a dit Rosemary, de bien préparer le projet avant de prendre la décision, c'est important. Et posez-vous aussi la question de savoir si vous êtes prêt à le faire au sein d'un réseau, parce qu'effectivement, il y a forcément un cadre qui va être posé concernant l'usage de la marque, l'exploitation du concept. C'est un état d'esprit aussi, la franchise. Et c'est pas péjoratif de dire que il y a certaines personnes qui sont pas faites pour ça. Moi, j'en rencontre assez régulièrement des personnes qui me disent je veux rentrer dans un réseau, mais je vais changer l'offre de produits ou de services, je vais faire une communication différente ou autre. N'y allez pas en franchise. Faites-le en tant qu'indépendant isolé dans votre coin. Mais voilà, c'est une question d'état d'esprit aussi. Et c'est pour ça que c'est important de prendre un peu de recul et se poser les bonnes questions avant de prendre sa décision. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour ces bons conseils pour se lancer en franchise. Merci. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour la nouvelle table ronde sur les experts de l'accompagnement. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.